Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon dimanche sous le soleil. Nous sommes maintenant à vos côtés en cette fin de week-end, à l'écoute de vos préoccupations et de vos questions. Jusqu'à 1h, Jeanne et Paul vont vous accueillir au 39-21. Et c'est Mickaël Sanchez qui réalise l'émission ce soir. Alors bien sûr, vous pouvez également vous manifester, donner votre point de vue en envoyant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et je voulais faire un petit clin d'œil amical à Daniel qui me dit merci de sacrifier tous vos dimanches soirs pour rendre les nôtres moins tristes. Dorénavant, j'ai hâte de les voir arriver. Je compatis et je vous soutiens moralement pour votre déprime du samedi soir, me dit Daniel. Et oui, voilà, la fin du week-end, c'est effectivement le dimanche, mais je suis heureuse d'être là à vos côtés pour vous tenir compagnie, notamment si vous avez un peu de vague à l'âme à l'idée de reprendre la semaine de boulot. Alors justement, du travail, nous en parlerons dimanche prochain. Je serai en compagnie de Marie Peset pour une émission consacrée à la souffrance au travail. Vous pouvez déjà envoyer vos mails sur le site europe1.fr et bien sûr vous pourrez témoigner en direct dimanche prochain au 39-21 si vous avez la boule au ventre en vous rendant au travail, si votre supérieur hiérarchique vous donne des objectifs inatteignables, si votre travail empiète sur votre vie privée, votre patron vous envoie des mails dans la soirée et même le week-end, votre chef ou vos collègues vous font subir un harcèlement moral, vous avez été victime de burn-out, on vous a privé de bureau, de téléphone, d'ordinateur, on vous file plus de travail, votre patron vous confie des dossiers urgents, une demi-heure avant la fin de votre journée de travail, au retour d'un congé maternité, vous n'avez pas retrouvé les fonctions que vous occupiez précédemment, on attend vos témoignages, Marie Peset sera là pour dresser un état des lieux de la souffrance au travail et surtout vous donner des solutions pour en sortir. On accueille maintenant Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors voilà, je suis contente de vous avoir. Mais moi aussi. Ça fait plusieurs fois que je téléphone, mais pour d'autres choses. D'accord. Bon, mais là, ce qui m'arrive, je me dis que je m'attendais pas à ce qui m'arrive à une chose comme ça. Voilà. Oui. J'ai vendu ma maison. J'ai une maison suite au suicide de mon mari. J'ai vendu la maison. J'ai fait confiance aux gens parce qu'au départ, je l'avais mis avec mandat, exclusivité, etc. Oui. Après, j'ai tout résilié et c'était des gens qui étaient passés comme ça et qui me semblaient très gentils. C'était les seuls qui étaient intéressés parce que j'ai eu quand même une quarantaine de visites. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, et eux, ils ont eu un coup de cœur, alors en passant devant votre maison. Ils ont eu un coup de cœur. Ah oui, Oui. Ils ont eu un coup de cœur. Bon, donc moi j'ai attendu qu'il n'y ait plus de mandat d'exclusivité, j'ai résilié tout. Oui. Et puis voilà, le temps que ça se mette en place, etc. Donc il y a eu un compromis de vente qui a été signé. Oui. Et le délai était, il y avait 2 dates. Il y avait le 3 mai et puis un délai qui était un peu compliqué. Enfin pour moi, réitération au cas où il n'y avait pas tous les dossiers, etc. Et puis, la semaine dernière, elle m'a téléphoné parce que, on entendait, ils habitent à 500 mètres de chez moi, bon. Ah oui. Ce sont vos voisins, donc, mais pratiquement. Vous les connaissiez quand même auparavant ou pas vraiment? Non. C'est parce que ils passaient, c'est une rue qui est très passante puisqu'il y a les écoles et tout. Bon, donc et puis bon, il y avait des gens qui connaissaient pas très loin qui ont dit qu'il y avait une maison à vendre. C'était marqué à vendre. Oui, ils déménagent pas très loin. Non, ils déménagent de 500 mètres. Ouais. Bon. Et donc ils sont venus, on sait tout. Et j'aurais dit, mais attendez, moi j'attends la fin de mon mandat d'exclusivité. Oui. Bon, donc j'ai descendu ma maison. Au départ, je la voulais à deux. Je voulais à l'agence, elle était à 265 000 euros. Oui. Et je l'ai descendue parce que de toute façon, comme j'avais eu personne qui était intéressé, je l'ai mis à 250 000 euros parce qu'il n'avait pas
ils m'ont dit, on ne peut pas mettre au-delà. Bon, comme c'était les seuls intéressés, j'ai dit, OK, bon, c'est tout. Vous avez accepté de baisser, oui, le prix. J'ai réfléchi, bon. Donc, voilà. Et puis, la semaine dernière, ils sont venus. Donc, on avait toujours des relations un petit peu... on va venir... ils m'ont invité pour la galette. Si vous voulez, j'avais l'impression que c'était des gens qui étaient... sympathiques. Oui, sympathique. En plus, bon, j'ai gardé le gamin. Son gamin a été exclu du collège à côté. Je l'ai gardé une journée complète. Ah oui. Puis il a mangé. Ah bah oui. De toute façon, mais je suis complètement idiote. Hein. Ah bah non, j'ai pas dit ça. Non, c'est que vous les trouviez sympathiques. Vous aviez. De toute façon, moi, dans mon raisonnement, si vous voulez, moi, je vois pas d'hypocrisie chez les gens. Voilà. Et donc, la semaine dernière, donc dimanche dernier, ils sont venus. Je vais venir vous faire un petit coucou. Ouais, ils sont venus tous les deux, le mari et la femme, et puis il fait des mesures. Ils sont venus, il a monté dans les combles, etc. Et au moment de passer la porte pour me dire au revoir, il m'a dit, on signe l'acte de vente le 3 mai. Et le lendemain, j'ai reçu un acte un message de mon notaire, parce que tout s'est passé par notaire. Oui. En disant, j'ai toujours pas répondu il m'a dit, j'ai pas répondu à son mail, mais de toute façon, le 3 mai, il faut que vous soyez partis de la maison. Votre notaire vous a dit ça ? Oui. Et j'ai pas le choix. En plus, je dois faire des travaux sur ma toiture, et je leur ai expliqué que de toute façon, moi les couvreurs, attendez, vu le temps qu'il y avait, ils pouvaient pas me faire. Moi j'ai des petites tuiles, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi, Et donc moi je m'étais engagée à faire les travaux. Bon. Vous étiez engagée, oui, c'est ça, à livrer la maison avec une toiture réparée, n'ayant pas de fuite. D'accord. On va dire un quart, ça fait à peu près entre 3 000 et 2 000 euros, 2 500 euros. Bon. Et je me suis engagée, mais ce sont des gens que je connais très bien, mon couvreur. Et donc, je me suis engagée et tout. Et là, j'ai reçu, il m'a dit, vous ne pouvez pas, mon notaire m'a dit, vous ne pouvez pas, il faut que vous fassiez les travaux avant de signer l'acte de vente, parce que sinon, il faut tout recommencer, le compromis, etc. Parce que moi, je lui avais donné 2 solutions en disant, on peut peut-être faire où je fais les travaux après, je paye, mais il m'a dit, c'est pas possible. Il s'était mis d'accord avec leur notaire qu'ils avaient sur Paris. Et là, je peux vous dire, en plus, ce qui s'est passé, c'est que c'est libre. Ils m'ont dit, c'est des gens... si vous saviez comme j'ai pu ressentir l'hypocrisie des gens, mais j'étais malade. Oui, vous avez le sentiment de vous faire avoir. C'est-à-dire qu'ils étaient très gentils, très... tant que rien n'était fait, rien n'était signé. Malade. Mais maintenant, on est dans des rapports... Là, je peux vous dire que... je suis en train d'essayer de voir avec les gens que je connais autour pour mais du style vous n'avez pas de lave-vaisselle, je vais vous laisser mon lave-vaisselle puisque moi j'ai un lave-vaisselle, vous n'en avez pas. Il a regardé mes poutres, j'avais des poutres qui datent de 35 ans qui sont l'établir, ça serait bien qu'elle me les laisse. Je peux vous dire que j'étais dans un état, c'est pas possible. Mais j'ai dit ce sont des gens qui sont hypocrite. Alors moi hier, j'aurais sûrement pas dû faire. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai dû l'agonir. Hein. Elle m'a dit, vous n'êtes pas dans votre état normal. Eh ben non, je pouvais pas être dans mon état normal parce que moi j'ai toujours été honnête vis-à-vis des gens. Et là, je peux vous dire que j'étais mais mal. Oui, vous étiez déçue. Oh, pas plus que déçue. Hein. C'est me dire que je me suis vraiment fait avoir. Hein.
Vous y avez mis beaucoup, vous, d'affectif à cette maison, c'est ça. Je travaille comme ça. Enfin, moi, oui, c'est votre façon d'être, certainement. Ça fait 41 ans que je travaille dans l'éducation nationale. J'étais prof, chef d'établissement. J'ai travaillé toujours à l'affect. Et puis surtout, sans hypocrisie. Moi, les gamins, quand ils faisaient des conneries, excusez-moi, je leur disais, donne-moi ton carnet de correspondance, et puis on va regarder. Et puis à la fin de l'heure, je lui rendais, puis il me disait, je lui disais, bon, allez, ça va, ça se tourne combien? Et j'étais quand même dans le même village, et je n'ai jamais eu de soucis avec eux. Et donc, j'ai toujours travaillé comme ça. Mais là, qu'on me fasse des choses comme ça... Oui, c'est-à-dire que vous avez été, vous, conciliante, arrangeante, oui, vous les avez même dépannées. Et puis là, on revient à... c'est le business, quoi. Hein, c'est les affaires, voilà, il n'y a plus de sentiments qui comptent. Là, vous avez le sentiment. Alors, en plus, elle m'a dit au départ qu'elle était procédurière. Ah bah oui, je me suis rendu compte. Qui vous a dit qu'elle était procédurière? Celle qu'elle a acheté la maison. Elle vous dit elle-même qu'elle est procédurière? Ouais. C'est agréable, c'est une menace. Ah ouais. Non, mais attendez. Et entre-temps, j'ai pris son gamin une journée complète. Ouais. Oui, mais parce qu'hier, vous dites que vous avez pris le téléphone pour l'agonir un peu, vous étiez très énervé. Bon, attendez, il faut voir avec le notaire, que votre notaire se mette en contact avec le sien. Franchement, il peut y avoir un arrangement à l'amiable sur la date de départ. C'est pas parce qu'elle signe le 3 mai. Oh si, il y a toujours possibilité d'un arrangement à l'amiable. Faut arrêter quand même. Surtout si normalement ça se fait en bonne intelligence. Donc ils cherchent à mettre la pression parce que eux, ça les arrange, ils signent le 3 mai, et ça y est, le 3 mai, ils sont propriétaires de leur maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison où ils habitent, là, actuellement? Alors, ils sont locataires, ils sont propriétaires? Non, ils ont loué. Ah oui, d'accord, donc ils ont donné... Loin. En plus, moi, je connais bien les propriétaires. Ils ont loué, et ils ont donné leur préavis au moment où ils ont signé le compromis, même sans savoir s'ils avaient... oui, donc ils sont un peu pris à la gorge. Même sans savoir si oui ou non ils avaient. Et ça arrive quand? C'est-à-dire que la fin du délai de préavis, c'est quoi? Le 11 février. Et la date maximale, c'est le 13 juin, au cas où mon notaire n'ait pas tous les certificats, etc. Et bon. Mais ils ont 3 mois de préavis, donc ça les mène jusqu'au 11 mai. Oui, non. Oui, ils essayent de peut-être rabioter pour pas avoir à payer le mois de mai ou quelque chose comme ça. Mais dans les faits, il peut y avoir ça peut vous arranger, ne serait-ce que d'avoir une semaine de plus ou 15 jours de plus. Et eux, ça peut peut-être se négocier aussi avec l'agent. Enfin, s'ils sont en location, moins. On a moins de poids quand on est locataire que propriétaire, évidemment. Mais ils peuvent, s'ils ont fait, alors à moins qu'il ait fait courir de début février, leur délai de préavis, je ne sais pas. Je sais pas, parce que bon. Mais il faut voir avec eux. Parce que. Non, je peux plus. Avec votre notaire à ce moment-là, qui se mette en contact avec le leur. Mais bon, de toute façon, ils vont pas vous expulser de la maison, hein. Mon notaire m'a dit, il faut que vous fassiez les travaux avant, en plus, parce que sinon, Mais ça, vous pouvez le faire. Oui, mon notaire, les couvreurs m'ont dit il faut qu'il soit disponible un peu pour le faire. Oui, il faut qu'il soit disponible, bien sûr. Et puis c'est des gens que je connais très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, je peux le faire. Mais si vous voulez, moi, je me suis retrouvée dimanche dernier dans un état de... Ça vous bouscule, oui, ça vous angoisse. Tout ça, c'est quand on vous met la pression. Si, je me rends très bien compte. Si, je comprends que ça vous angoisse parce que on déménage pas une maison du jour au lendemain. Donc il faut 30 mètres carrés de maison. J'ai alors c'est vrai que j'ai monopolisé toutes mes connaissances un petit peu. Mais je peux pas. Et en plus, moi, j'ai des soucis de genoux, etc. J'ai des soucis. Et je peux pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai monopolisé un peu les gens. Vous ne prenez pas de déménageur, vous faites appel à... Si. Oui. J'ai un déménageur, j'ai mon fils qui va venir avec son ami, j'ai une autre amie qui va venir.
Mais non, mais vu comment ils se comportent, enfin, il faut voir. Bon, alors avec eux, vous dites que c'est plus possible, quoique, vous savez, peut-être. Non, vous ne vous sentez pas. Bon, alors, voyez avec le notaire, parce qu'il peut se mettre en contact avec leur notaire. Oui, il y a quelque chose qui peut se négocier, hormis si il est vrai qu'ils arrivent en fin de préavis pour donner leur solde de loyer, enfin du logement qu'ils occupent. C'est vrai que bon, ils vont pas se retrouver. Enfin, s'il faut qu'ils aillent à l'hôtel en attendant ou être hébergés, ça peut être compliqué. Parce que moi, si vous voulez, l'appartement que j'ai acheté, enfin que bon, j'ai envisagé d'acheter. C'est vrai que ça se négocie tout ça. Je ne peux l'habiter, enfin, je ne peux entreposer mes meubles que je peux heureusement, je suis tombée sur quelqu'un d'hyper gentil. Il me laisse la possibilité d'entreposer mes meubles dans son salon. Mais moi, entre le 3 mai et le 15 mai, enfin, au moment où sera libéré son appartement, moi, il faut que j'aille dans un gîte. Hein. Bon. Et oui, c'est ça. Il y a des délais de battement c'est vrai que c'est difficile l'organisation dans ces cas-là pour que tout colle. Donc ça suppose parce que en plus, vous attendiez de savoir si, mais à partir du moment où vous avez signé le compromis de vente, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un délai qui court et où qui doit être respecté évidemment. Mais après, en général, quand on tombe quand même entre gens de bonne intelligence, il y a des arrangements à l'amiable qui, d'un côté comme de l'autre, parce que eux aussi ont des contraintes, d'après ce que je comprends. Voyez. Oui, mais eux sont des. Alors, en plus, je vous dis, comme elle est procédurière. C'est quelqu'un qui va, en plus, elle travaille dans une agence immobilière. Ah oui, donc elle connaît bien. Elle va mettre une pression parce que bon, nous. Quand mais ne vous laissez pas faire quand même. C'est-à-dire que c'est pas, voyez, vous pouvez même dire, écoutez, on n'était pas dans ces rapports-là. Je comprends. Vous pouvez faire un pas peut-être. Je comprends que ça vous coûte, mais si ce pas vous permet, vous, d'être plus tranquille par la suite, voyez, d'apaiser un peu la situation, est-ce que ça vaut pas le coup de le tenter? Je comprends que ça vous coûte. Moi, j'ai tellement fait... Mais en disant, gentille, oui, mais bon, c'est fait, c'est comme ça, c'est votre façon d'être. Vous êtes beaucoup vous êtes quelqu'un qui est dans l'affectif, et c'est comme ça. Vous n'avez pas à regretter ça, c'est comme ça. Mais maintenant, eux, ils doivent être acculés aussi de leur côté. Il y a des choses comme ça. Bon, écoutez, ça vaut peut-être le coup de dire que, évidemment, vous, c'est compliqué, ça vous angoisse, vous allez tout faire pour respecter, être dans les meilleurs délais, mais est-ce qu'ils peuvent pas vous accorder une semaine de plus? Est-ce que ça peut se négocier, ça? On va accueillir Philippe qui est avec nous au 3921 et qui vous écoute et qui, je crois, a quelques conseils à vous donner. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Voilà, moi je vous écoute parce que je suis pas tout à fait dans le même cas que vous, parce que là je vends une maison, vous voyez, je signe jeudi chez le notaire. Voilà, donc puis jeudi je remets les clés de la maison, puis le futur propriétaire habite dans la maison. Mais moi j'ai pas entendu là, parce que je vous ai écouté depuis le début. Vous avez signé le compromis de vente quand? Moi, le 11 février. Donc, à partir du 11 février, quand vous avez été chez le notaire, parce que moi, ça s'est passé comme ça, donc ils ont, si mes souvenirs c'est bon, je crois que c'est entre 7 et 11 jours de rétractation s'il y a un crédit. Oui, tout à fait. Voilà, à partir de là, je dis bien à partir de là, le notaire, après, une fois que ces jours-là sont passés, donc plus personne ne peut se rétracter, à partir de là, il faut attendre une partie au niveau de la mairie, comme quoi si eux aussi voudraient acquérir la maison. Oui. Qui est obligatoire. Hein. Si vous ne l'avez pas dans le dossier, ça ne peut pas se signer. Oui, mais ça y est, elle est achetée la maison, hein. Oui, elle est achetée parce que tout est fait, mais à partir, une fois que le délai est dépassé des 11 jours après la signature, que plus personne ne peut se rétracter, là, elle aurait dû avoir une date par son notaire de Daniel. Oui, alors moi il aurait dû lui dire, voilà. J'avais deux dates. Oui, de fixer la date à laquelle elle devait partir, quitter les lieux. C'est vrai, vous avez raison. Dans les 3-4 jours qui suivent. Oui. J'avais 3 mai et j'avais la date de réitération, je ne sais plus comment ça s'appelle, jusqu'au 13 juin en cas où mon notaire n'est pas tout. Bon, pour l'instant, la seule chose qui lui manque, c'est le certificat. Oui, mais qu'est-ce qui est inscrit 13 juin? Oui. Mais si c'est 13 juin, c'est 13 maximum.
au cas où il n'y ait pas tous les papiers. Non, mais ça, c'est important, ça. L'urbanisation. Enfin, là, la seule chose qui lui manque, c'est le certificat d'assainissement. Non, mais Sinon, attendez. Oui, mais ça, c'est important parce que 13 juin, ça veut dire que vous pouvez même faire courir jusqu'au 13 juin, alors. Oui, si cette date est inscrite. Bon, le certificat d'assainissement, il l'a pas pour l'instant. Et il faut que c'est Veolia chez nous, il faut qu'ils viennent, etc. Regardez, pour l'instant, c'est la seule chose qui lui manque. Hein. Mais sinon, il a tous les papiers. Parce que non, mais et c'est inscrit sur votre dossier? Tout à fait. Donc est-ce que c'est pas cette date-là? Alors là, je ne sais pas. Alors, c'est la date maximale dont on va compter. Auquel. Oui, vous pouvez jouer là-dessus. J'ai le droit au niveau du compromis de vente. Vous pouvez jouer là-dessus, non, Philippe? Normalement, même le compromis de vente n'aurait même pas dû être signé parce que ce papier-là, maintenant, c'est obligatoire parce que l'assainissement doit être aux normes depuis les dates qui restent, c'est 2015. Donc c'est pour ça que tous les villages et toutes les villes doivent être reliés à un assainissement soit tout à l'égout ou assainissement individuel. Alors, c'est la seule chose qui lui manque, manifestement. Et ça, je sais parce que moi, je connais bien les gens, les gens du coin et tout. Et il m'a dit, il y a quelque chose à faire dans les 3 mois avant. Oui, mais alors ça montre que si cette dame qui vous dit qu'elle est procédurière, si vous voulez l'être de votre côté, il faut peut-être voir avec cette date. Je suis désolée, mais ça se trouve vous avez bien plus loin que ce que vous pensez pour vous retourner. Ce document, c'est un document qui est très très important. Ça, normalement, vous auriez jamais dû signer le compromis de vente parce qu'il manquait ce document. Parce que moi, mon notaire, je vais vous expliquer, on va pas trop rentrer dans les détails, parce que ça devient très très technique. Hors antenne, on pourra vous mettre en relation, mais là, ça devient franchement très technique. Oh non, là c'est pas technique, mais pour moi, pour un seul document, j'ai pas pu signer le compromis de vente. Il a fallu qu'on. Ah oui, mais maintenant il faut de plus en plus. Maintenant c'est un truc de fou. Je sais. Donc c'est pour ça, il faut voir sur les délais là. Quelle est la date vraiment que vous pouvez faire valoir? Parce que eux ont peut-être fixé au 3 mai, mais cette date du 3 mai, elle sort d'où? Qui l'a décidé? Elle est marquée au départ sur le compromis, mais c'est la première date. Après, je vous dis, la dernière date, c'est le 13 juin. Tout n'est pas au point, c'est-à-dire qu'il faut faire venir les couvreurs, il faut ce certificat, il faut après tout, voilà. Ils ont vu un petit peu. Mon notaire a pris. De toute façon, demain, je vais. Heureusement, il va faire beau, donc je vais pouvoir faire les travaux, parce que moi, je m'y étais engagée. Ça y est, le beau temps revient, vous allez pouvoir faire passer les couvreurs. Mais enfin, ils vont être sollicités aussi. Bon, cela dit, il faut voir, il faut quand même renseignez-vous auprès de votre notaire en expliquant votre situation et dire, je suis désolée, vous devez pas avoir le couteau sous la gorge comme on veut vous le mettre. Eux, ils font pression de leur côté parce que ça les arrange, mais renseignez-vous quand même sur les dates et sur vos droits avant, de négocier. Renseignez-vous quand même. Oui, en plus, c'est mon notaire de famille qui a tout à... qui a votre confiance. Ma famille depuis 50 ans, alors c'est vrai que c'est... C'est quelqu'un de confiance, donc qui est de votre côté. Tout à fait. Simplement, c'est vrai que, par exemple, pour les travaux de la toiture, moi, j'avais essayé de négocier un petit peu, voir si je pouvais les faire après, parce que mon couvreur m'a dit, attendez, en plus, moi, j'ai des petites tuiles... oui, mais alors ça, moi je peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai que si c'était conclu que vous deviez vendre la maison et que la toiture était réparée. En général, les travaux se font avant, quand même. Oui, c'est ce qui est. On remet la maison en parfait état là où. Oui, normalement les travaux doivent être faits avant. Ça, pour le coup, ça c'est clair. Bon. Là, j'avais pas d'autre possibilité. De toute façon, ils ont tout intérêt à ce que vous fassiez les travaux, parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui, une fois que c'est vendu, après ne veut plus les faire. Donc, mais je m'y étais engagée. Oui, mais je vous crois. Mais ça, après, il y a des lois, il y a des règles, il y a des je sais, donc, faites faire vos travaux. Il y a les garanties décennales, etc. Il faut que. Oui, alors là, moi, j'avoue que je suis larguée parce que j'y connais rien en immobilier, en droit immobilier. Mais bon, je comprends un peu. Ce que je ne supporte pas, c'est en fin de compte cette hypocrisie des gens qui viennent vous voir, on prend un petit café, on mange un petit bout de cake. Et puis derrière, ça arrive, malheureusement, ça arrive, Daniel. Il y a des gens
qui font valoir, quand il est question d'intérêt, il n'y a plus de sentiments qui comptent. Bon, donc oui, on peut penser qu'ils étaient très gentils avec vous, très bien comme il faut, parce qu'ils voulaient que vous leur vendiez la maison. Bon, et une fois que l'affaire est faite, malheureusement, voilà. Écoutez, en même temps, Daniel, essayez de vous consoler en vous disant que l'important pour vous, c'était de vendre votre maison. Votre maison, elle est vendue et que ces gens ne font pas partie de votre entourage amical, familial. Bon, donc une fois que vous serez sortis de tout ça, vous n'aurez plus affaire à eux. Mais vous savez ce que consolez-vous comme ça. C'est pas des gens qui. J'ai envie de tout casser. J'ai intérêt à non. carré avec vous n'avez pas intérêt à faire ça, non. J'avais tout envie. Ouais, non. Non, mais il faut pas. que vous vous calmiez et que vous agissiez maintenant le plus froidement possible et en vous disant, bon, ça n'enlève rien à votre nature affective généreuse, vous êtes comme ça et c'est très bien. Maintenant, c'est vrai que parfois, quand il y a des questions d'intérêt en jeu, il y a des personnes qui, c'est leur intérêt avant tout. Voilà, c'est comme ça. Elles font pas partie de votre vie, ces gens-là. Une fois que vous serez sortis de là, vous n'aurez plus affaire à elles. C'est ce qu'il faut vous dire. Donc maintenant, il faut voir avec votre notaire pour que vous soyez la moins embêtée possible. C'est vrai que j'ai des amis, les gens qui m'aident, les gens qui sont là tout près de chez moi ou des gens même un peu plus loin, ils sont là pour m'aider parce qu'ils savent bien. Je suis toute seule, c'est pas évident. Et puis je vois même là où je vais aller acheter. Le monsieur, il a dit gentiment, alors qu'il ne sait même pas si je vais avoir le crédit, il m'a dit, je laisse le salon pour qu'elle puisse entreposer tous ses meubles. Oui, vous voyez qu'il y a des gens sympathiques. Donc ça compense le côté à pro-gain de certains. Mais bien sûr qu'il y a des gens de bonne foi, qui sont compréhensifs, qui sont bons. Donc voilà, je comprends que vous soyez amer par rapport à ce que vous vivez, mais dites-vous que c'est un mauvais moment à passer. Et puis comme dit Nina, la balle est aussi peut-être dans le camp du notaire. C'est lui qui peut appliquer la deuxième date. Il y a quand même cette date du 13 juin, donc on peut jouer là-dessus. Je vais revoir demain. Ou trouver un compromis, vous allez voir. Mais voyez avec votre notaire, c'est quelqu'un qui s'occupe de vous depuis des années. Vous allez trouver un papier. Bon, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, de toute façon, comme le disait Philippe, sans ce papier, pour le moment, c'est bloqué. Et puis, il faut que les couvreurs aussi passent. Donc, voyez, ne vous affolez pas. Surtout vu comment ils le prennent, écoutez, maintenant vous pensez à vos intérêts avant tout, d'accord ? Oui, mais je sais, voilà. C'est difficile. Bon courage, je sais, mais bon, tout le monde ne se ressemble pas, tout le monde n'est pas comme vous, hein. Il faut l'accepter, même si c'est à vos dépens. Bon courage. Bon courage, Daniel. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Et un petit coucou à Alain qui m'envoie un mail de Marrakech et qui me dit très bonne émission, bon soutien à ceux qui en ont besoin et qui osent en parler. Je vous envoie plein de soleil et 31 degrés prévus pour demain. Oui, mais c'est très bien. Ici aussi en France, on a un soleil et des températures comme celle-là. Donc même pas mal, voilà, ça nous fait plaisir, on prend quand même. Allez, on accueille, c'est Johan qui est avec nous, je crois. Bonsoir Johan. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu ému là. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu mes tracas. Je me sens, à côté de certaines histoires, je me sens un peu ridicule, mais bon. Non, en fait, pas de si raison. vous voulez, j'ai 35 ans. Oui. Et quand j'étais un peu plus jeune, j'étais pas très très à l'aise avec les femmes, tout ça. J'ai eu peu de grandes histoires, quoi. Et je suis resté assez longtemps célibataire, alors qu'on me disait, mais je comprends pas, t'es un beau gosse, enfin bref. Et pourquoi, justement, vous aviez des difficultés? C'était dû à quoi j'avais pas confiance en moi, je pense. Du coup, même quand une nana me draguait, j'avais tendance à fuir un peu, quoi. Oui. Ouais, bon, je sais pas. À l'adolescence ou jeune adulte? Ouais, adolescence. Et puis bon, après, j'ai eu aussi une peine de cœur vers 19 ans. J'ai mis, on va dire, 5 bonnes années à m'en remettre, quoi. Ah oui. Je vous avais appelé d'ailleurs. Ouais. Et je m'en suis remis. J'ai rencontré une femme, mais plus âgée que moi. Oui. Qui était extrêmement jalouse. Elle avait une fille de 19 ans. Quel âge avait-elle, elle?
Elle avait, moi j'en avais à l'époque, je devais avoir 28 ans. Oui. Elle avait 7 ans de plus que moi. Ouais. D'accord. Oui, c'est pas énorme. Non plus énorme. Non, non, pas du tout, non. Et donc on a vécu ensemble 6 ans là, et elle a une fille qui a maintenant 19 ans. Donc cette fille-là, elle devait avoir 13-14 ans quand je l'ai eue, entre guillemets. J'ai assumé mon rôle de beau-père comme j'ai pu, bon an, mal an. Oui, c'est pas évident, oui. Non, c'est pas évident, surtout que j'ai jamais eu d'enfant. Et oui, là vous vous retrouvez, vous passez du stade bébé au stade adolescente. Pas simple. Ça a été assez dur, mais bon, j'ai obtenu le respect de cette jeune fille. Et puis, bon, bravo. Ce que je pensais pas du tout, en fait, apparemment, je suis très important pour elle. Et en fait, j'ai quitté cette femme là, en décembre, parce que trop jalouse, trop possessive, et elle m'a coupé de tous mes amis. J'ai plus de. Ouais. C'était jalousie envers les femmes. Même vos amis masculins Eh ben voilà, et ensuite c'est carrément été possessivité jusqu'à des amis masculins que j'avais plus le droit de voir. Oui. Elle me traitait de pédé refoulé, enfin des trucs vraiment pas. Ouais. C'est violent, hein. Ouais, verbalement c'était très violent. Donc c'est une chic fille, hein, franchement, mais elle a eu un passé familial pas. Oui, elle va pas très bien pour. Ouais, c'est dommage parce qu'elle mérite pas ça. Et non, mais en même temps, c'est elle qui cultive son propre malheur. Il faudrait, si elle avait eu conscience de ses problèmes, est-ce qu'elle reconnaissait qu'elle était normalement jalouse, ou est-ce que c'était votre faute à vous? Non, tout était de ma faute. Et lorsque j'ai proposé d'aller voir quelqu'un ensemble, non, c'était moi la cause du problème, c'était moi le malade. J'étais malade. Oui, elle est dans un déni total de ses difficultés. Ah, et puis elle me dit que c'est moi qui suis dans le déni. Elle a même été jusqu'à pousser le vice à dire que j'avais été certainement violé par mon père, enfin n'importe quoi, du délire, quoi. Enfin, si j'avais été violé par mon père, je le saurais, quoi. Oui, oui. Oui, elle projetait peut-être quelque chose de son histoire à elle, mais enfin, oui, elle ferait bien d'aller en parler, parce que... Ouais. Je suis malheureux pour elle, parce que elle est complètement détruite, parce que là, je suis parti, on a acheté une maison en plus ensemble. Oui, mais enfin, vous n'alliez pas vous détruire non, c'est pour ça que je suis parti. Mais là, alors justement, je voudrais en venir à ça. J'ai 35 ans. Oui. J'ai une frousse terrible de revenir célibataire, parce que j'ai connu ça parfois pendant 4 ans d'affilée sans rien, sans personne. Alors que apparemment, je suis quand même pas mal, mais bon voilà, je suis pas un dragueur, c'est pas mon truc, quoi. Et je travaille dans un milieu ouvrier, je suis responsable de chantier, donc je suis avec des hommes, quoi. Oui. Donc pour rencontrer des femmes, c'est pas évident. Si ce n'est. Et comment vous l'aviez rencontrée, dans un bar. femme Dans un bar. Oui, donc vous sortez quand même après votre travail. Oui. Ah ouais, j'adore ça, moi, sortir. Bon. Surtout maintenant, je retisse des réseaux et tout, donc c'est bien agréable. Oui, c'est important pour vous de reprendre. Vous avez repris contact avec vos amis, ils ont compris. Oui, ils vous en veulent pas. Pas du tout. Bon. J'ai récupéré les meilleurs amis. Bon, c'est important. Donc c'était de vrais amis, ça. Ouais. Ils m'ont dit, tu sais, nous, on voulait pas te le dire, mais on voyait bien, quoi. T'appelais de moins en moins. Mais bon, à chaque fois, c'était des crises. Donc, à la fin, on n'ose plus appeler. Oui, ils ont compris pourquoi. Ouais. Bon, mais c'est bien. Là, ils vous ouvrent les bras. Vous allez pouvoir à nouveau sortir avec eux. Vous pouvez leur dire, d'ailleurs, que... vous avez... Ils sont en couple, eux, ou il y en a qui sont célibataires, comme vous? Beaucoup de gens en couple. Oui. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un si vous en avez le désir. En fait, c'est pas tellement ça. Alors maintenant, je suis assez confiant en moi. Oui, bon, alors ça c'est une bonne chose. Je me rends compte que je plais à pas mal de nanas et ça me fait plutôt plaisir. Oui. Maintenant, je suis toujours pas un super dragueur, mais bon, c'est pas... Mais ça, c'est pas... Oui, vous n'allez pas vous changer comme ça. Et de toute façon, vous pouvez plaire justement parce que peut-être vous n'êtes pas un super dragueur en même temps. Hein. Je crois qu'après la trentaine, les femmes ont tendance à comprendre ça après, du coup. Que c'est pas les fiers à bras qui sont les plus... les mieux dans la durée, quoi, je pense. Et du coup, j'ai l'impression que la façon d'être que j'avais à 20 ans, qui plaisait pas quand j'avais 20 ans. Oui, qui vous pénalisait un peu parce que vous étiez un peu introverti. Ça a tendance à plaire maintenant. Mais bon, bref, c'est pas ça le problème.
Le gros problème, c'est que moi, j'avais envie de fonder une famille, un foyer avec des enfants. Oui. J'ai vraiment la fibre paternelle, j'adore les enfants. Oui. Je suis issu d'une famille comme ça et on est nombreux. Enfin voilà, j'ai une sœur, un frère, on s'adore. Et moi, j'ai franchement envie de reproduire ça. Enfin, oui, cette famille dans laquelle vous avez grandi et vous sentez bien. Ouais. Mais pourquoi vous en parlez au passé? C'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai la trouille de... Parce que là j'ai rencontré une fille complètement déboîtée, ça va pas du tout, donc je suis parti. Ouais. Et j'ai la trouille de me retrouver comme plein de gens à 40 ans à faire des petites histoires d'amour en petites histoires d'amour et puis de jamais... Enfin voilà, j'ai 35 être dans ans, une véritable relation. Bah ouais, puis je vois... Mais il n'y a pas de raison. J'ai l'impression qu'après 30-35 ans, les gens, déjà toutes les femmes que je rencontre, elles ont un gamin. Et ça mais me ça, pas, au pire, ça vous dérangerait pas puisque vous dites que vous avez regardé cette femme là dont vous me parlez. Elle avait une fille de 13 ans, ce qui est compliqué. C'est pas comme un petit enfant qui, en général, pour peu que vous soyez gentil avec eux, avec lui, que vous en occupiez, il vous saute dans les bras. Bon, une adolescente, c'est plus compliqué. Et vous dites vous-même que vous avez pris beaucoup d'importance dans la vie de cette jeune fille. Vous êtes fait aimer d'elle. Bon, donc vous pouvez rencontrer, une jeune femme qui a déjà un enfant. Bon, ça vous empêcherait pas. Même après 35 ans, j'ai l'impression que c'est très dur parce que j'ai l'impression que les femmes et les hommes sont de plus en plus abîmés à force qu'ils avancent dans le temps et du coup ils ont de plus en plus de mal à vivre ensemble, à faire de concessions et je vois de plus en plus de femmes et d'hommes ils arrivent à 40, 50 ans, ils sont encore à se séparer comme des ados et à reprendre des histoires. Il n'y a rien de construit. J'ai la trouille que ça m'arrive. Mais pourquoi ça vous arriverait à vous? Parce que vous, c'est déjà, vous semblez assez mature, bien structuré. Ça ne correspond pas à votre désir. Vous recherchez de la stabilité. Et vous auriez pu rester dans cette histoire avec cette femme si elle n'avait pas été aussi perturbée de son côté. Non, mais vous avez eu la force, le courage, je dirais, et la maturité de mettre fin à une relation qui était très dur. Oui, mais en même temps, on vous sent plein de... vous dites vous êtes triste pour elle, donc on sent à quel point vous êtes quelqu'un de bien, quoi. Vous vous souciez. Surtout pour ma belle-fille, elle me fait la tête et puis... bien sûr. Ouais. Ça me déchire le cœur, mais en même temps, parce qu'elle a le sentiment aussi que vous la laissez elle, mais dans les faits, c'est sa mère que vous laissez parce que la relation n'est plus possible. Vous savez... Elle a dû être témoin de scènes et elle doit bien savoir au fond d'elle-même, cette jeune fille, que c'était compliqué. Non, parce que on a toujours évité les scènes en fait se déroulaient. Cette femme-là attendait qu'il n'y ait plus personne pour m'en foutre plein la tronche en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'elle faisait elle a toujours fait bonne figure en soirée. Et elle attendait toujours que les invités soient partis ou qu'il y ait plus. Et alors là, je m'en prenais plein la poire. Ça pouvait durer pendant des heures, parfois jusqu'au matin. À entendre des insanités, elle me laissait pas dormir, à me réveiller, à me dire t'es qu'une merde, t'es pas fiable, t'es malhonnête. Vous dénigrez complètement. Oh là là, vous pouviez pas rester dans franchement, si vous étiez resté dans cette situation-là, à quel prix pour vous, quoi? Vous auriez laissé votre santé mentale, hein? Moi, ça a été à des points où j'ai percé des murs avec mes poings, mais il y a eu des fois, j'ai vraiment eu envie de l'étrangler, quoi. Hein. Et je me suis dit, elle pouvait vous pousser à bout. Elle vous poussait, heureusement que vous êtes parti. Il valait mieux partir, mais elle vous poussait à bout, oui. À bout, oui. Oui, parce qu'elle était violente. Elle était très violente en parole, donc vous auriez pu l'être en retour physiquement. Heureusement, vous voyez, vous êtes quelqu'un de bien structuré. Vous savez vous contrôler, prendre sur vous. Alors maintenant, par rapport à vos craintes, franchement, il n'y a rien qui les justifie dans la réalité parce que vous avez 35 ans, vous pouvez très bien rencontrer des femmes de 30 ans, entre 30 et 35 ans. Et vous savez qu'à 30 ans, souvent, c'est l'âge du premier enfant pour les femmes. Elles ont ce désir-là. Beaucoup de femmes de 30 ans ont envie de se poser, passer ces années de 20, 25 jusqu'à 30, ont envie de se poser, de construire quelque chose. Donc au contraire, je trouve que vous êtes pile. Après, la vie, c'est pas des statistiques, mais dans la partie de vie
où les gens ont envie de s'investir et de construire. Et souvent, moi j'entends des jeunes femmes qui se plaignent, qui me disent qu'elles ne rencontrent pas d'hommes qui partagent les mêmes souhaits, les mêmes aspirations qu'elles. À mon avis, vous savez, s'il y a des jeunes femmes qui écoutent, elles vont appeler, parce que des jeunes femmes qui ont envie de vivre une histoire d'amour sincère, authentique, et de faire un bébé, il y en a beaucoup qui seraient intéressés en vous écoutant, hein, Johan. Franchement. Ah oui. Ça fait plaisir, mais bon, après, il faut aussi s'entendre avec la... Ah, bien sûr. Ça, évidemment, on ne trouve pas tous les jours quelqu'un avec qui on partage une sensibilité, une complicité, c'est évident. Parce mais vous faites-vous savez, confiance. Le pire, c'est que on a une maison en plus qu'on a achetée avec cette nana-là, qui habite toujours dedans, donc du coup, j'y habite plus, moi. Moi, je paye mon loyer, je paye mon crédit. J'y retourne un petit peu le week-end, mais on se croise, enfin, c'est terrible. Et le souci, c'est, enfin, où est-ce que je voulais en venir ? Oui, c'est on a failli avoir un enfant ensemble, c'est ça le pire. Et elle en voulait un, on l'a fait, elle a été enceinte, et ensuite, elle est tombée au chômage. Je lui ai dit, écoute, j'assumerai cet enfant, j'ai le salaire, on va se débrouiller. S'il faut, on mangera des patates, lui il mangera ses petits pots comme il faut. Mais voilà, on va se débrouiller, puis tu vas retrouver un travail. Et elle a tellement eu la frousse, elle a avorté. Et alors là ça vous a fait mal, ça. J'y pense tous les jours. Je suis dégoûté. Oui, c'est pour ça que ça vous obsède beaucoup, cette question, la peur de ne pas y arriver. Vous savez, je comprends votre tristesse, Johan, mais en même temps, si vous aviez eu un enfant avec cette femme, voyez l'avenir déjà, ça veut dire que déjà tout petit, il aurait eu des parents séparés, ce qui n'est pas l'idéal. Non, je comprends que vous soyez dans la peine par rapport à votre désir qu'on entend et qui est très fort, mais ça aurait été un petit enfant qui déjà bébé aurait eu des parents, en tout cas peut-être vous ne seriez pas séparés, mais avec une vie impossible vous auriez été malheureux, et lui aussi. Ce que je voulais pas, surtout après, quand j'ai réfléchi, j'ai regretté de ne pas l'avoir, évidemment. Mais après, ce que je voulais pas, c'était ce climat de violence qu'il y a, en fait, ne serait-ce que même avec ma belle-fille. Ma belle-fille, en fait, j'ai passé 6 ans à hurler. On se hurle là-dessus, quoi. Et c'est pas étonnant, parce que je vois, déjà, mon ex-copine, les hommes qu'elle avait avant, il la frappait. Elle se faisait frapper tout le temps. Donc, et je comprends, puisque même moi qui suis pas violent... elle pousse à bout. C'était un truc de fou. Malheureusement, vous voyez, donc ça ne justifie en aucun cas d'arriver à la violence comme ça physique, mais elle était dans une violence morale. Complètement, en fait, elle me poussait jusqu'à pousse à bout, retranchement, quoi. Et en fait, dans sa famille, c'est comme ça de mère en fille, on va dire, quoi. Une répétition. C'est dommage pour cette jeune fille, j'espère que qu'elle va pouvoir suivre un chemin différent que sa mère. Malheureusement, j'ai essayé d'en parler avec elle plusieurs fois. Et je vois, elle a un petit copain avec qui elle reste. Ils sont très fidèles, c'est étonnant. Comme si elle ne voulait pas reproduire le divorce et tout ça. Mais par contre, elle lui crie dessus tout le temps, elle lui parle comme un chien, il dispute tout le temps, c'est constamment dans la tension, dans la violence, dans le déchirement, quoi. Mais peut-être, vous savez, elle est très jeune, elle peut encore évoluer, rencontrer quelqu'un avec qui ça sera différent. Je le souhaite pour elle. Oui, c'est tout à fait jouable, vraiment. Il y a Ninon qui dit, écoutez, peut-être qu'avec votre belle-fille, ça peut s'arranger aussi avec le temps. Elle dit, vous êtes quelqu'un, on sent de très équilibré, vous inspirez confiance, les belles rencontres se feront d'elles-mêmes. Moi, je partage son point de vue. D'ailleurs, il y a Dominique qui dit, oh dommage que j'ai 50 ans, parce que Johan vraiment me plaît beaucoup, je suis célibataire, jolie et sans enfant, mais trop âgée pour lui. Eh oui, la vie est mal faite, ma chère Dominique. Mais franchement, je suis sûre que vous allez plaire à beaucoup de... Non, mais vous allez plaire à beaucoup de jeunes femmes. Je pense que vous savez déjà que vous plaisez, mais plaire, mais aussi, je dis pas que physiquement, moralement, enfin, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui inspire confiance, on sent beaucoup de sensibilité en vous, et puis vous dites que vous avez une famille, je sais pas si on en a trop, vous dites que vous venez d'une famille aussi très équilibrée, où c'est important, ces valeurs-là, vous entendez bien avec votre frère et votre sœur, donc tout ça, c'est un socle très solide, donc franchement, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on rencontre pas tous les jours quelqu'un avec qui on a envie de partager
partager sa vie. Mais il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas si vous sortez un peu. C'est ça, parce que, moi je suis pas voyante. Hein. J'ai beau touiller dans mon mar de café, là, pour le moment, je vois pas. Non, mais je veux dire, moi, je fréquente moins maintenant, mais j'étais pas mal dans tout ce qui était établissement de nuit. J'aime beaucoup sortir, le week-end. Et bon, maintenant, je me calme un peu avec la sagesse. Là, j'ai 35 ans. Bon, voilà, je sors un peu moins. Mais à chaque fois que j'ai rencontré des filles dans ces milieux-là, ça n'a pas duré quand même. Hein. La dernière en date, ça veut rien dire, ça. Ouais, je sais pas. La dernière en date, là, pareil, elle avait un gamin. Le gamin, on s'entendait super bien. C'était génial. Enfin, et puis là, je suis parti parce qu'elle était complètement... ça va pas dans sa tête, quoi, la fille. Hein. Elle est dans un jeu de séduction totale. Alors, est-ce que c'est moi qui attire pas non plus je crois pas. Une nana un peu... vous dégagez, on vous sent solide. On sent en vous quelqu'un d'équilibré. Ouais. Donc vous pouvez, il y a des personnes qui sont un peu plus angoissées, un peu plus déstructurées. Oui, vous devez avoir un côté très rassurant. Pour autant, c'est une chance que vous soyez comme ça bien structuré, parce que la preuve, vous savez mettre fin à une relation, même si ça vous coûte, qui était destructrice pour vous. Il y a pas de... Il n'y a pas de raison, franchement, que vous ne rencontriez pas quelqu'un, y compris, comme vous dites, dans ces endroits, parce que ce sont les endroits où l'on sort, les bars, les boîtes de nuit, et vous y allez, il y a des gens bien dans ces lieux. C'est pas parce que vous voyez, c'est des lieux où on fait la fête, où on s'amuse, que vous pouvez pas rencontrer quelqu'un de bien. Je crois qu'on peut, des gens bien, on peut en rencontrer partout. C'est pas le lieu qui compte. C'est l'état d'esprit, la disposition de la disponibilité. Enfin bon, c'est un ensemble de facteurs. Bien sûr qu'il y a un facteur chance, mais pourquoi il vous accompagnerait pas? Faites-vous confiance. Vous vous rendez compte? Vous avez 35 ans. C'est pas vous pouvez faire des bébés jusqu'à je sais pas quel âge. Donc franchement. C'est vrai qu'on n'a pas l'horloge biologique, nous les hommes. Non, mais vous cherchez pas trop. Cherchez pas trop d'obstacles. Franchement, au contraire, vous étiez dans une histoire qui ne vous convenait plus. Vous avez su y mettre un terme, et avec tout votre personnalité, vous étiez vraiment quelqu'un de bien. Il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas quelqu'un qui vous corresponde. Hein. Franchement, il y a Mélodie en Bretagne qui dit waouh, quelle maturité, ça me fait craquer. Et puis j'ai des petits mails, Laurence qui dit laissez faire la vie, restez vous-même, je ne m'inquiète pas pour votre vie amoureuse future. Et puis il n'y a pas d'âge pour être papa, alors restez confiant. Il y a Solène qui dit je suis sous le charme. Johan ne devrait pas se faire tant de soucis. Les hommes comme lui, on n'en trouve pas tous les jours. Je vous embrasse, Johan. Au revoir. Si on a des contacts, on vous transmet. Au revoir. Au revoir, Johan. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez me parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez également m'envoyer tous vos messages par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit ou vos mails sur le site europe1.fr. Alors une réaction de Vanessa suite au témoignage de Johan qui se demandait si après une rupture amoureuse il allait retrouver l'amour, pouvoir retrouver une relation stable, construire, avoir des enfants. Vanessa dit moi je souhaite être mise en relation avec Johan, j'ai 30 ans et j'ai du mal à faire des rencontres. Nous allons transmettre ma chère Vanessa. Et puis, nous allons accueillir tout de suite Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Stéphane. Bonsoir, Caroline. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Enfin bon, le dimanche, c'est un petit peu le cafard. Je sais, oui. Ça va bien. Je sais, on en avait parlé vraiment avant même que l'émission sur que on soit là, à vos côtés le dimanche. Vous m'aviez dit que ça vous ramenait à vos souvenirs d'internat. Voilà, quand vous étiez un jeune garçon. Voilà. Justement, j'ai un... Et vous avez... Toujours, vous avez un peu une petite pointe de cafard. Toujours. Ça part pas, c'est quelque chose qui reste. Toujours, et je pense que ça restera gravé. Ça restera dans ma vie, je pense, parce que j'étais interne tout petit. Hein, j'avais 5 ans et demi quand j'étais interne. Eh oui. Donc ça restera. Mais c'est très petit, 5 ans et demi. C'est vrai que c'est très très petit. C'est pour être séparé. Oui, je pense.
Je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est trop tôt. Il n'y avait pas le choix à l'époque. Les institutions spécialisées pour les non-voyants à l'époque étaient loin et donc voilà, c'était comme ça et donc voilà. Ouais, mais oui, je sais bien, c'est qu'il y avait ce problème par rapport à votre handicap, mais voilà. Donc vos parents ont fait ce qui était le mieux pour vous, bien sûr. L'école étant, l'instruction étant obligatoire, il fallait. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai que mais maintenant on fait quand même plus attention et de dire que les enfants en internat si petits, c'est quand même très tôt pour être séparés de ses parents. Ouais, c'est trop tôt. Ouais. Franchement, ouais. Alors donc j'appelais parce que j'ai un petit enregistrement à vous faire écouter. C'est drôle parce que vous nous appelez et souvent le dimanche, alors que vous avez un peu le cafard, mais je veux dire, vous ne partagez pas votre cafard avec nous. Au contraire, vous nous amenez toujours de la gaieté dans l'émission, toujours votre bonne humeur. Vous avez quand même un fond très très optimiste et c'est marrant parce que j'ai eu un message de Dominique de Bordeaux qui me dit mais que devient le monsieur au carillon Stéphane? Il est toujours là. Il suffit de demander, il est toujours là Stéphane. Toujours de bonne humeur et à donner. Vous les avez pas entendus parce que minuit, c'est le flash d'information et ils ont tous sonné. J'ai failli. C'était prévu que vous passiez avant minuit parce qu'on aime bien entendre vos pendules. Oui, c'est voyez, ce que m'a dit Jeanne. Mais elle m'a dit, on n'a pas pu. Elle m'a dit, c'est pas dit que vous passiez avant minuit. Et non, parce que j'étais avec Johan, donc voilà, on n'a pas pu. Oui. Mais ouais, j'essaye d'apporter un peu de bonne humeur aux gens. Même si moi j'ai le cafard, j'essaie de. Ah vous nous avez fait rire la dernière fois avec votre c'était votre phonogramme. Oui. Mais ça va recommencer. Vous nous avez fait mettre votre 78 tours là. Oui. Alors là j'ai un 78 tours de 1910 et j'aimerais saluer mon camarade que je ne connais pas d'ailleurs, Sergio, qui est très comment dire. Lui, c'est Internet, c'est tout ça. Il va peut-être se dire, mais... Sergio Attendez, Sergio, vous parlez de Sergio de l'émission? Oui, Sergio. Ah non, il n'est pas du tout Internet, Sergio. Il se manifeste par SMS. Il laisse beaucoup, de SMS. Mais alors, non, il est pas du tout Internet, mais c'est dommage. J'ai pas de message de Sergio, donc je pense pas qu'il soit à l'écoute ce soir. Dommage. Non, mais en tout cas, c'est pas péjoratif, mais il pourrait se dire, mais qu'est-ce qui nous passe des 78 tours? Mais là, je vais en passer un. D'ailleurs. Ah oui. Alors là, il va y avoir un petit blanc. De 1910, c'est ça? Oui. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Cœur de Tzigane. Alors, les paroles sont pas compréhensibles, parce que l'enregistrement est très vieux. Donc, c'est un disque en ébonite. Donc, c'est pas du vinyle, c'est de l'ébonite. Alors, je vais vous le faire entendre. Donc, je préviens les Pierre auditeurs. Bénichou n'a qu'à bien se tenir avec sa trompette. Là, il est dépassé. Oui. Donc, je préviens les auditeurs. De toute façon, je ne vais pas en mettre longtemps. Parce que c'est bien. Non, le disque en lui-même dure 2 minutes. Je vais pas mettre les 2 minutes. C'est un petit mauvais moment à passer, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. J'aime bien. Par contre, ce que je demanderais à vos techniciens... À Mickaël ? Là, j'ai baissé la radio. Il est concentré, je le vois, Mickaël, il a 2 doigts sur la console, et je le sens... Non, il rigole, mais il est un petit peu flippé quand vous avez dit qu'il y avait un blanc. C'est que parce que moi, quand j'ai passé l'enregistrement, moi je vais remettre la radio. Mais j'aimerais qu'il me repasse 2-3 secondes pour savoir ce que ça rend à la radio, parce que à mon avis, on peut pas le faire en direct. Il me dit qu'il peut pas le faire en direct parce qu'il faut qu'il reste concentré sur la suite de l'émission. En direct, c'est pas possible. Il faudrait qu'on vous rappelle pour vous donner. Mais en direct, c'est pas possible. Non, mais c'est pas grave du tout. Oui, parce que vous pouvez pas l'entendre. Donc, il faudrait qu'on vous rappelle pour le faire. D'accord. Il faudrait que vous voyez qu'on l'enregistre quelque part et on vous rappelle pour vous le montrer. D'accord. Non, c'est pas grave. Là, je vais le lancer. J'ai remonté la machine. Donc là, à remonter le temps. Alors là, il va y avoir un petit blanc. Les amis, nous sommes en 1910. En 1910. Europe 1 n'existait pas encore. Voilà. Mais c'est la magie. Je
le lance. Hein. Allez. Là, je vous laisse... C'est normal, hein, c'est une vieille machine, il faut mettre du temps à démarrer. Hein. Faut lui laisser le temps, c'est lent. Comme je disais à Jeanne, il n'y a pas d'électricité, c'est mécanique. Hein, Stéphane est en train de pédaler pour que ça se mette en marche. Non, il faut que je lance le ressort. J'ai bien compris, je suis pas technique, mais je me doute bien que vous pédalez pas pour que ça se mette en marche quand même. Hein. Voilà. D'accord. Donc, je vous laisse 30 secondes. Ça démarre au bout de combien de temps? Parce que sinon, moi, j'ai un disque secours qui va se mettre en place s'il y a un blanc. Oui, non, mais j'en ai pour très peu de temps. Donc, on peut parler, vous pouvez me parler un peu en attendant. Voilà. Donc, je vous parle. Rassurez-vous, on va se taire quand... Je lance le disque. Je vois bien animer une soirée avec vos disques 78 tours de 1910. Allez, le temps que l'ambiance un peu se chauffe. On est tous concentrés. Et c'est parti. Vous dansez, Stéphane? Attends. Et voilà. Oh, merci Stéphane pour ce grand moment. Oh, les applaudissements, ça fait plaisir. Ah, c'est génial. Ah, les amis, vous n'entendrez pas ça sur Skyrock ou sur Énergie, hein, je vous le dis. Voilà, c'est Europe 1 et c'est Collector. J'imagine la tête. À chaque fois, je m'amuse parce que je me dis des gens qui sortent, je sais pas, moi, du ciné, qui sortent d'une soirée, qui se branchent sur Europe 1, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous font, là, ce soir? Séquence, on est reparti, la machine a remonté le temps. Il y a quelqu'un qui me dit, ça rappelle les grandes ondes d'Europe 1. Non. Ah, non. Europe 1 n'existait pas à l'époque 1910. Non. Mais j'adore ces voix, c'est vrai que c'est très caractéristique. Et quand vous dites que on ne comprenait pas les paroles, si, ce tzigane aux yeux doux qui vous regarde en dessous, il y a plein, on comprend, on entend. On entend, mais c'est oui. vrai que c'est quand même... c'est des vieux enregistrements. Et vous savez que ça plaît toujours, hein, parce que j'ai Michel qui dit merci pour ce moment délicieux. Encore merci aux lanceurs de disques. C'est vous. Il y a quelqu'un qui dit toujours des grands moments d'antenne avec notre carillonneur fantastique. Et puis Ninon qui dit Sergio m'avait invité par SMS à danser virtuellement le soir du 78 tours du bal. C'était de l'accordéon à ce moment-là, oui, hein, le premier. Oui. Mais vous en avez beaucoup comme ça, des merveilles de ce genre? Ah, écoutez, Caroline, je vous appellerai, j'en ai encore. Oui. Alors, je vous dis, dimanche prochain, en plein milieu de la souffrance au travail,
Au moins, on rigolera bien avec vous. Est-ce que ce serait possible? Je ne sais pas. Dimanche prochain, c'est compliqué parce que c'est sur la thématique. Oui, non, je peux donc, oui, non, bien sûr. Ça nous ferait pas de mal parce que je crois que forcément, on va parler de souffrance au travail, donc bien le thème sûr, va être un peu. Ça nous ferait bien de rire. Ça nous ferait du bien de rire, mais je pense que c'est compliqué dans les thématiques. Mais en revanche, un autre soir avec grand plaisir. Hein. Il y a Dominique de Bordeaux qui demandait qu'est-ce que vous deveniez. Il dit c'est vraiment trop bien, j'adore. Ça fait effectivement très 1900. C'est rétro, c'est vraiment génial. Et puis Marthe qui dit pensionnaire comme vous à 5 ans, j'adore votre vitalité. Au plaisir de parler de nos années d'internat. Marthe qui vous laisse son numéro de téléphone si vous voulez discuter avec elle. Ah écoutez, je peux le donner. Cachez votre joie, Stéphane. Oui, mais oui, c'est vrai. Non, elle vous laisse. Je ne pensais pas qu'un phonographe pouvait donner autant de plaisir. Ça me. J'ai juste un message qui dit waouh, les oreilles, la souffrance des oreilles après la souffrance au travail. Non, franchement, le départ, c'est vrai que ça lance là, c'est un peu lancinant. Et puis après, c'est génial. Il paraît qu'on a un extrait, hein, donc si vous voulez, je sais pas comment ça se passe, vous ne raccrochez pas ou on peut vous le faire écouter, voir ce que ça donne. Mais je vous assure, ça passe bien, hein, franchement. Hein. Ah bon? Ah ouais, ça passe vraiment bien. Les techniciens, ils font pas trop la tronche parce que franchement, ça va être. J'ai le chef d'antenne qui rapplique là, qui a dû dire qu'est-ce qui se passe. C'est ça le disque secours. Ils ont trouvé qu'un disque de 1910. Il y en a qui vont se faire tirer les oreilles et la programmation musicale. Vous voyez, quand on a un moment en grand blanc à l'antenne, on passera. Oui, il y a eu un blanc. Le temps que je lance la machine en fait. Non, mais on a parlé. Non, je vous dis ça parce que s'il y a un trop grand blanc, à ce moment-là, automatiquement, on a un disque secours qui se met en place. Ah d'accord. Donc c'est pour ça le chef d'antenne rapplique en disant qu'est-ce qui s'est passé et ils se disent s'il y a un problème au niveau de la programmation musicale, s'ils nous sortent plus que les disques de 1900 quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Non mais écoutez Caroline, si ça gêne personne à la radio et si ça gêne pas trop les auditeurs, non, au contraire. J'en ai d'autres de 78 tours. Je vous progressivement, voilà. Et après, on passera aux 33 tours, après aux 45 tours. Non, je n'ai plus de 33 tours. On va y aller doucement, c'est vrai? Non. Moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est les 78 tours. Et puis les CD, bien sûr, parce que les CD, j'écoute quand même des CD, quand même, mais je sais pas. Mais les 78 tours, c'est les gramophones. J'ai acheté ce phonographe là pour avoir justement des anciens enregistrements, parce que si vous voulez, maintenant on trouve sur CD des anciens enregistrements et qui sont numérisés et qui sont. D'accord. Il y a plus de craquement, il y a plus de souffle, il y a plus rien. Oui. Alors que là, ce que vous avez entendu, c'est pur jus. Mais c'est vraiment, il y a Poupy qui me demande, c'est vraiment le phonographe, la voix de son maître là avec le petit chien, c'est ça, c'est un pâté Marconi. C'est beau en plus, c'est beau, ouais. Ah oui. Et il y a quelqu'un qui me dit, je venais juste de me brancher sur Europe 1, je viens seulement de comprendre ce qui se passait. Il y a un grand moment. Et il y a Jane qui dit, oula, j'ai 60 ans, ma mère n'était pas née en 1910, mon père avait 1 an, mais je connais pourtant la chanson. Merci pour ce moment. Oui. Ah c'est gentil. Franchement, ça me. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs qui peuvent dire j'y étais, je connaissais la chanson, mais vous voyez, il y en a une, il y a Jane qui dit moi je connaissais cette chanson. Voilà. Ouais, vous voyez, petit morceau de mémoire collective, comme dit un autre auditeur par SMS. Moi, vous voyez, le dimanche, j'ai un peu le cafard, comme je vous dis, mais ça me. Mais écoutez, ça me fait plaisir de rendre les gens contents. Écoutez, si on va pas vous souhaiter que vous continuiez à avoir le cafard le dimanche soir pour nous procurer du bonheur à nous, mais enfin, je veux dire, si c'est le cafard comme ça, on veut bien le partager avec vous, hein, mon cher Stéphane. Oui, d'accord. Écoutez, Caroline, moi des 78 tours, j'en ai encore plein. Hein. Il y a Feuille d'érable qui dit est-ce que vous avez l'hirondelle des faubourgs? On croirait ici Londres, Radio Londres. Non, l'hirondelle des faubourgs, vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Bon, désolé Feuille d'érable, on n'a pas l'hirondelle des faubourgs. On va peut-être demander à Bertrand Rutilli s'il a ça, qui nous passe dans la programmation musicale comme ça des disques de 78 tours. Quand refliront les lilas blancs. C'est la même époque. Mais pourquoi pas. Allez, on vous laisse dans le choix d'un prochain moment comme ça, précieux. Donc, on vous laisse fouiner, chercher, et puis on se dit un dimanche soir. Écoutez, c'est gentil. Franchement, je vous remercie. Parce que... j'ai Carmen qui me dit merci pour ce bon moment. Ma maman chantait ce morceau. Vous voyez que vous faites plaisir des gens. Ouais.
Vous pouvez donner Est-ce que vous pouvez donner le nom du morceau, parce qu'il y a des auditeurs qui appellent le 3921 pour nous demander de quoi il s'agit. Alors, c'est Eh oui, vous n'entendrez pas ça n'importe où. C'est sur Europe 1 le dimanche soir. Cœur de Tzigane. Cœur de Tzigane. Je ne connais pas. Ben oui. C'est Cœur de Tzigane. Ouais, c'est vraiment ces voix caractéristiques. Cœur de Tzigane, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Granate qui dit, oh oui, passer d'autres 78 tours, ça me rappelle ce que mes parents, mes grands-parents écoutaient. C'est très émouvant. Oh c'est gentil. Je vous remercie tous. À bientôt alors, hein. À bientôt. À bientôt, Stéphane. Au revoir. Au revoir, Caroline. Au revoir tout le monde. Des messages qui arrivent pour Stéphane, Olivia qui dit merci à ce cher auditeur. Quelqu'un me dit rien de mieux qu'une bonne rigolade avant de dormir pour bien dormir. Un autre qui dit aujourd'hui il y a Cœur de pirate, mais sur Europe 1 c'est Cœur de Tzigane. Merci à vous. Un message qui me dit j'avais pas le moral ce soir, grâce à Stéphane je le retrouve. Et puis des messages qui arrivent aussi pour Johan. Johan, cet auditeur de 35 ans qui se demandait s'il allait rencontrer l'amour, pouvoir fonder une famille comme il le souhaitait. Suzanne dit, nul doute que Johan trouvera une femme pour construire sa famille. C'est vraiment rare d'entendre un homme témoigner de son chagrin après un avortement, témoigner de son désir d'enfant. On le sent en effet prêt à assumer ce beau projet de famille. Et puis, il y a un petit message qui dit, moi je rassure Johan, trentenaire depuis mardi, parisienne, je suis dans la même quête que lui et je suis entourée d'amis qui le sont également. Nous passons toutes et tous par des moments de doute et de solitude en tant que trentenaire célibataire. Et puis Marie dit, j'ai rencontré mon mari à 32 ans, il en avait 37. Nous avons aujourd'hui 3 enfants. Johan doit se rassurer, c'est quelqu'un de bien et l'amour viendra forcément. Et puis Lalo me dit, Cœur de Tzigane, le 78 tours que nous a passé Stéphane, c'est Adolphe Bérard, le chanteur. Bravo. Merci. Je sais qu'il suffit de vous demander quelque chose et hop, vous le trouvez. Merci beaucoup. On accueille Martine. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Caroline. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Et j'adore votre émission et je vous remercie vraiment. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous entendre tous les soirs. Merci Alors, d'être là. Moi j'ai un petit souci. Nous avons donc un enfant, un fils qui s'est marié il y a 6 ans maintenant avec une femme de 20 ans, son aînée. Cette femme a 3 enfants, dont 2 grands garçons et une petite fille de 9 ans, mais que son mari n'avait pas reconnue à l'époque. Et donc notre fils l'a adoptée. Ensuite, nous sommes investis avec plaisir dans cette adoption. Oui. Et pour nous, la différence d'âge n'a jamais tenu. On n'en a jamais tenu compte. Du moment que notre fils était heureux, pour nous est heureux. Pour nous, c'est l'essentiel. Mais le problème, donc ils ont habité la région lyonnaise. Oui. Et tant qu'ils étaient là-bas, tout se passait bien. Notre fils a pris son rôle de papa au sérieux, tout. Oui. Et dans ses décisions, tout se passait bien. Nous la prenions en vacances, pareil, ça se passait bien, sauf que effectivement, quand on la ramenait chez elle, elle nous faisait déjà sentir que elle était chez elle et qu'elle était plus chez nous. Bon, mais ça c'était, je pense, le genre de petit caprice de. Oui, de parfois les enfants, sont différents. Voilà, c'est vrai. Nous on est habitués parce qu'on avait 4 autres petites filles. De notre fille. Oui. Et donc, alors, concernant ce problème d'enfant, donc ils ont déménagé ensuite pour l'Ardèche. Oui. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a complètement dégénéré, quoi. La maman a relâché au niveau éducation la petite qui a quand même 15 ans, donc en pleine adolescence, et donc dès l'instant où le papa disait quelque chose, il ne pouvait plus rien dire. C'est-à-dire qu'elle lui reprochait Oui, elle disait que, la maman en fait, elle a peur que sa fille fasse une fugue.
Et du coup, elle la laisse tout faire. Mais pourquoi elle craint ça? Elle a menacé de fuguer, cette jeune fille? Non, elle ne menace pas, c'est ça le pire. Mais bon, avec sa maman, elle est odieuse, tout. Alors, on essayait de lui faire comprendre que c'était pas la solution de tout céder. Non. Et que même... alors, elle a même menacé donc son papa, s'il la touchait, ne serait-ce qu'une fois, qu'elle irait au commissariat. Alors bien sûr, son papa lui a dit, écoute, si tu veux, je t'y emmène tout de suite. Alors bien sûr... Oui, il a bien fait. Il a pas pris au sérieux ses menaces. C'est-à-dire qu'elle renverse complètement le rapport de force là. Voilà. C'est elle qui fait des menaces même en disant je vais aller me plaindre au commissariat si. Oui. Bon, à cet âge-là, on s'est dit, dans la tête des enfants, c'est vrai que... Mais il y a un défi lancé à l'autorité, mais en même temps, il faut qu'ils rencontrent une autorité. Pourquoi? C'est étonnant parce que la maman vous me dites qu'elle a 3 enfants déjà, donc des garçons qui sont grands. Elle a 2 grands garçons. Et comment elle a fait avec ces garçons? Parce que... En fait, ces garçons, ça s'est bien passé. Et puis après, elle a voulu absolument une petite fille. Donc, elle a réussi à l'avoir. En même ses parents, il a fallu qu'elle fasse des examens pour vraiment avoir une petite fille. Donc, elle a réussi à l'avoir. C'est-à-dire que c'était vraiment... elle aurait eu un garçon, elle n'aurait pas poursuivi la grossesse? Parce qu'on ne peut pas choisir le sexe de l'enfant. Oui. Je suis étonnée de ça. Soi-disant que... Elle avait demandé à son mari de faire en sorte que dans le système de comment... c'est un coup de chance en tout cas, parce que même si il y a des qui suivent des régimes et autres, mais enfin le sexe de l'enfant, on ne le décide pas. Et puis on ne peut pas, en tout cas en France, choisir le sexe de l'enfant. Oui, bien sûr. Elle a eu, elle a eu une chance. Elle a eu cette petite fille qu'elle attendait et à qui elle passe tout. Voilà, exactement. Donc pour nous, on veut pas s'en emmêler. Déjà, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Bon, nous, on trouvait quand même... nous, quand on la prenait en vacances, ça se passait vraiment très, très bien. Par contre, à chaque fois qu'on la ramenait, elle nous faisait sentir qu'elle était chez elle et que nous, on n'avait plus grand-chose à lui dire. Mais bon, là encore, moi, je suis souple. Mon mari est le grand-père est plus tenace, ça lui plaisait pas trop, mais bon, moi je faisais en sorte que ça se passe tout doucement. Et puis là, il s'est passé quand même quelque chose, c'est que nous sommes partis, de temps en temps ça nous arrive de partir ensemble visiter une région, et puis la petite ne voulait pas, elle avait décrété de ne pas venir avec nous. Sa maman l'a forcée, ce qui est normal, à 15 ans, elle n'a pas voulu la laisser. Ouais. Et puis, alors là, elle s'est mise en tête de nous pourrir vraiment cette semaine, et elle y est arrivée. Enfin, le matin, elle se levait pas, comme beaucoup d'ados. Oui. Et moi, il y avait 2 jours, il restait 2 jours, je lui dis, écoute, il reste 2 jours, dans 2 jours, tu retrouves tes amis, fais un effort. Et alors, elle m'a fusillé du regard, tout, ça m'a fait mal au cœur, mais je lui dis, puisque tu es comme ça, je ne t'en prendrai pas, tu seras puni, je ne te prends pas aux prochaines vacances. Il n'y a pas de raison que tu veux pas faire des efforts avec nous, je n'en ferai pas avec toi. Et puis quand sa maman était partie en course, quand elle est rentrée, c'était les grands pleurs. Alors donc sa maman l'a consolée, ça on s'y attendait. Et alors pareil, on ne peut pas aborder la question avec la maman parce que tout de suite, elle trouve des excuses à la petite, tout. Comme quoi, son papa l'a rejeté, tout. Je lui dis, écoute, elle a quand même 15 ans, il serait peut-être temps aussi de mettre un peu l'eau là, et puis de lui faire comprendre quand même qu'on ne peut pas tout accepter. Et le soir, donc, on est sorti un peu, et sa maman n'était pas là, elle était partie fumer une cigarette dehors. Et alors là, son papa lui fait une réflexion. Et elle dit, en regardant son papa et nous, de toute façon, je n'accepterai plus aucune réflexion des gens qui ne sont pas de mon sang. Oui, bon.
Oui, elle savait taper là où ça pouvait faire mal. Là. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est un peu inévitable. Elle est dans une rébellion et comme elle se révolte contre l'autorité, elle a beau jeu de dire c'est pas mon père, vous n'êtes pas mes grands-parents. Bon, dans les faits, c'est de la provocation qu'elle fait parce que vous voyez que quand vous lui avez dit qu'elle était punie et que vous la prendriez pas aux prochaines vacances, elle a accusé le coup. Donc ça veut dire que si elle a accusé le coup comme ça, c'est qu'elle vous aime. C'est que justement ça a marqué. Enfin, elle était là, elle se rendait compte qu'elle était allée trop loin et bon, ce que vous lui avez dit, ça l'a blessée. Enfin, ça l'a. Mais vous aviez raison de marquer. Ça l'a blessée en ce sens que vous comptez pour elle. Sinon, ça ne l'aurait pas atteint comme ça. Ah oui. Ah ben oui, vous comptez pour elle. Mais le problème là, semble-t-il, c'est pas tant la jeune fille, c'est la maman. C'est ce que vous dites vous-même. C'est-à-dire pourquoi cette mère qui, avec ses garçons, elle a su poser certainement des règles, des limites comme dans toute éducation. Qu'est-ce qui fait qu'elle, avec sa fille, qu'elle a tant désiré, semble-t-il, elle n'arrive pas à s'imposer. Alors il y a peut-être, vous savez, à l'adolescence des enfants, les parents revivent parfois eux-mêmes leur propre adolescence. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'histoire de cette dame, comment elle a vécu son adolescence, qu'est-ce qu'elle rejoue à travers sa fille. Mais ça serait important qu'elle s'y attarde. Hein. Effectivement, elle a déjà dit à notre fils que sa maman était très sévère parce que elle est française, mais elle est d'origine algérienne. Et sa maman était très sévère et elle ne voulait pas que sa fille subisse ce qu'elle avait subi. Et oui. Et elle est dans l'excès inverse. Et voilà, oui. Hein, c'est ça, comme souvent dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on prend complètement le contre-pied, mais dans l'excès aussi. Parce que si vous voulez un moment, l'autorité, qui n'est pas l'autoritarisme, qui n'est pas l'excessive sévérité, c'est rassurant. Oui. C'est rassurant, c'est... Donc, elle a peur, quand elle... Vous voyez, d'ailleurs, même sa peur un peu irrationnelle que sa fille fugue. C'est-à-dire, si elle ne satisfait pas tous les désirs de sa fille va s'en aller. Alors, peut-être quelle jeune fille a eu envie de fuguer, peut-être qu'elle a fugué, ou enfin, elle projette sa propre histoire, sa propre relation compliquée avec sa mère sur sa fille. C'est peut-être de ça dont votre fils pourrait lui parler un peu. Lui dire que... Parce que lui qui, si vous voulez, qui a adopté cette jeune fille lorsqu'elle était enfant, il a un rôle à tenir, il a un rôle d'éducation. Or là, elle est en train de l'exclure, de le disqualifier en tout cas aux yeux de cette jeune fille, et c'est pas une bonne chose. Il est important qu'elle ait un couple en face d'elle, et puis il faut pas que ça mette leur couple en péril surtout. Voilà. Et enfin, nous, c'est un peu d'ailleurs, son papa lui a dit, mon mari lui a dit, il a dit à notre fils, elle finira probablement, si ça continue, à vous séparer. Et parce que effectivement, c'est vraiment très difficile. Et même nous, on doit y aller par exemple le mois prochain, mais on ne sait pas trop quelle contenance avoir, parce que moi je suis souple, je peux encore faire l'impasse. Mon mari est plus difficile parce que il trouve qu'elle a vraiment été difficile, dure avec nous, et parce qu'on l'adore en plus. C'est une enfant. Pareil, il se passe souvent quelque chose. Elle a des cousines, puisqu'on a d'autres petites filles. Donc ses cousines, il y en a une qui a le même âge qu'elle, avec qui elle correspondait. Et puis, elle me dit en voiture, oui, j'écris souvent à Sophie, donc sur Internet, et la dernière fois, elle m'a pas répondu. Alors moi je lui dis, écoutez, vous avez toujours de toute façon, vous êtes différentes, on ne peut pas toujours avoir le même caractère et être d'accord sur toutes les choses. Alors et puis entre-temps, j'ai l'autre petite fille, et je lui dis, je lui en parle, on était toutes les deux et personne n'était autour de nous. Alors elle me répond, oui, mais mamie, tu vois pas ce qu'elle met sur Internet. En fait, elle avait mis sur Internet, ma plus grosse erreur, c'était d'avoir accepté l'adoption. Oui, mais elle est en pleine rébellion.
Oui. Elle est en pleine rébellion, donc il y a peut-être effectivement une quête par rapport à ce père qui ne s'est pas occupé d'elle. Et du coup, là où elle conteste l'autorité, de toute façon, où les adolescents contestent l'autorité de leurs parents, ils ont beau jeu de les rejeter quand ils peuvent dire « Ah oui, mais c'est pas le parent de sang ». Bon, dans les faits, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème, il est ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la mère, elle rentre là-dedans, mais la mère a certainement son histoire et sa culpabilité, puisqu'elle revient toujours là-dessus en disant oui, mais ce père qui ne s'est pas occupé d'elle. Bon, certes, que ça soit pour elle une blessure, et comment elle lui a-t-elle parlé de ce père lui a-t-elle dit un peu ce qu'il en était? Lui a-t-elle expliqué cette histoire, que peut-être l'enfant ne se sente pas responsable de ça, parce qu'après tout, c'est pas la petite fille qui l'a quitté, mais c'est la mère. Bon, donc ça ne justifie pas qu'elle soit odieuse avec tout le monde, et en premier lieu avec sa mère. Oui, alors j'ai moi-même culpabilisé, parce que bon, quand j'ai fait ça, c'est vrai que je suis sortie un peu de mes gonds. Je lui dis, écoute, Noémie, je lui dis, quand on dit quelque chose, on va jusqu'au bout de ce qu'on sait, de ce que tu as fait et de ce que tu as dit sur Internet. Alors elle me dit, c'est ma vie. Je lui dis, oui, c'est ta vie, mais on s'est tous investis dans ton adoption. Je lui dis, ton papa s'est investi, nous on t'adore, tu sais très bien que tu peux venir quand tu veux, et de te savoir comme ça, d'être comme ça, et de mettre ça sur Internet, je lui dis, ça fait mal au cœur. Et bon, après, alors j'ai culpabilisé parce que je me dis, j'aurais pas dû sortir de mes gonds. Et puis bon. Mais en même temps, ça montre que vous lui montrez aussi que vous la considérez comme vos autres petits-enfants. C'est-à-dire qu'elle a tout à fait sa place au sein de votre famille. Et là où elle est en pleine crise d'autorité, où elle veut, enfin, elle conteste tout, elle remet tout en question, ça lui montre que vous tenez bon et vous lui dites que non, pour elle, elle a la même place dans votre cœur que vos autres petits-enfants. Et ça, c'est important, parce que c'est pas parce qu'il y a des moments où elle est dans l'agressivité, où elle est rejetante, que si en face, elle rencontrait aussi du rejet, elle en serait certainement très malheureuse. Dans les faits, elle a besoin de s'opposer, comme le font les adolescents, pour se construire, pour prendre son autonomie. Mais si on rentre dans son jeu, là, ça va plus du tout. Elle a besoin aussi qu'on sente que même si elle affronte, elle est dans la contestation, en face d'elle, on tient bon. On tient bon et elle est comme les autres enfants, aimée de la même façon. Donc, c'est pas rentrer dans le jeu de dire adoption, pas adoption, dire oui, justement, elle peut voir que derrière, elle a eu son père biologique qui n'a pas pu être un père pour elle, mais votre fils, lui, l'a aimé comme un père. Et c'est ce qui compte. Donc, c'est ce que vous pouvez lui dire aussi. Mais elle est dans une contestation, qu'on retrouve assez classiquement à cet âge-là. Le problème, je dirais, vient plus de la mère. Qui, elle, parce que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas digéré de cette histoire, où elle s'en veut par rapport à sa fille, que le père ne soit plus présent, et parce qu'elle règle aussi ses comptes avec sa propre histoire à travers sa fille, ça fait beaucoup pour cette jeune fille. Et je crois que ce que vous pourriez dire à votre fils, c'est que lui, il faut qu'il s'affirme dans cette relation, pas en étant dans l'autoritarisme, mais en disant, moi je me suis investie à tes côtés parce que je t'aime et parce que aussi j'aime cet enfant, et donc à tel point que j'ai souhaité l'adopter. Donc maintenant, il n'y a pas de raison que je sois rejetée en ce qui concerne son éducation. J'ai mon mot à dire. Il faut qu'il se sente fort aussi de ça. Qu'il se sente légitime dans la place qu'il occupe. Vous voyez, parce que là, elle est en train de, inconsciemment peut-être, mais de le disqualifier. Donc, votre fils, il faut vraiment qu'il se sente légitime parce qu'il a posé un vrai acte d'amour par rapport à cet enfant et par rapport à cette femme. Et en lui disant peut-être, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à finalement à t'affirmer par rapport à ta fille, comme si tu avais l'impression que l'aimer, c'était dire oui à tout. Or, c'est pas ça, aimer. Ça veut dire, elle a besoin pour se construire de rencontrer aussi quand même de la résistance en face d'elle. Parce que sinon, je sais pas moi, elle peut sortir, elle peut prendre un scooter, pas mettre le casque, elle peut aller en boîte jusqu'à 4 heures du matin. On va lui dire, oui ma chérie, l'important c'est ton bonheur.
Voilà. Ben non, c'est-à-dire qu'à un moment, de sentir, même si ça l'embête, l'adolescent, qu'on lui fixe un horaire de rentrée, ou qu'on lui dise non, tu es trop jeune, là je veux pas que tu sortes en boîte, ou tu prends un scooter, d'accord, mais pas sans le casque. Ça montre qu'on tient à lui. S'il a en face quelqu'un de lui qui est complètement laxiste, bon, enfin, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous avez élevé des enfants, vous savez ce que c'est. Mais il faut que votre fils aussi puisse, à ce moment-là, lui dire, s'il sent que la situation lui échappe un peu, dire pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à dire non? Qu'il lui pose une question, qu'est-ce qui se passe? Alors elle va lui dire oui, j'ai eu une mère certainement très sévère ou bon, mais dire oui, mais entre l'extrême sévérité de sa mère et le laxisme dont elle fait preuve, il y a, voyez, il y a un juste milieu à trouver. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, moi souvent, à un moment donné, je disais, la petite aurait certainement besoin de voir quelqu'un. Pour discuter, c'est vrai, on sentait, ça fait un moment, c'est vrai que la petite, moi je sentais, parce qu'avec nous, elle discute bien, et je sentais qu'elle avait besoin de discuter. Donc moi je suis attentive, je fais attention, et je disais quand même à notre fils, je disais, elle aurait peut-être besoin de voir quelqu'un. Et bien aujourd'hui, je me dis, c'est pas forcément la petite, c'est certainement la maman. Oui. Moi je pense que la maman, aurait besoin de voir quelqu'un pour alléger certainement ses... Moi, je pense qu'à travers, elle revit beaucoup de choses à travers sa fille. Oui. Ce qui fait que la fille est traversée aussi par un peu les blessures, les souffrances de la mère. Alors maintenant, bon, c'est vrai qu'on doit y aller au mois prochain. Quelle contenance tenir par rapport à la petite? Ça va être... Enfin, mon mari, ça va être difficile parce que... Mais lui dire que pour vous, elle est votre petite fille comme les autres enfants, vous ne faites pas la différence. Et donc, à ce titre, par exemple, vous êtes aimant et comme vous l'êtes, mais elle ne doit pas manquer de respect. Voilà, oui. C'est vrai, oui. Parce que c'est rassurant aussi pour elle de voir si elle commence à être odieuse avec les adultes qui sont là pour veiller sur elle et que finalement on lui dise rien, qu'elle rencontre. Vous voyez, ça l'aide pas à se structurer. Donc il faut. Moi je trouve que vous avez l'attitude juste là par rapport à elle. Mais c'est plus, si vous voulez, votre fils, il faut qu'il reprenne la main en se sentant tout à fait légitime par rapport à cet enfant, et plutôt qu'il parle à sa compagne. Je pense en lui posant très clairement la question. Mais enfin, comment se fait-il? Tu vois bien que même avec toi, elle devient agressive et que tu n'arrives pas à lui dire non. Et aussi, pourquoi a-t-elle tellement peur qu'il se passe quelque chose? Parce que dans les faits, sa jeune fille, elle est dans une contestation. Bon, et d'autant plus qu'elle rencontre pas de limite, mais rien de grave. Donc pourquoi elle anticipe des problèmes qui ne sont pas? Pourquoi elle est dans une telle angoisse? Et peut-être à ce moment-là, il faudrait qu'elle puisse en parler. Oui. Et voilà. Ce qui est dommage, c'est que quand ils étaient dans l'autre région avant, notre fils avait vraiment bien repris. La petite ne mangeait plus du tout. Enfin, elle était relativement même très maigre. Et il a réussi à la refaire manger tout doucement, en douceur, à lui faire reprendre goût. Il faut qu'il reprenne la main. Et là, tout se passait bien. La maman était d'accord. Et du jour où ils ont déménagé, c'était complètement... Et pourquoi? Selon vous, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce déménagement? J'en sais rien. Bon, il faut leur poser la question. C'est vrai qu'ils ont un commerce. Bon, c'est à votre fils. Dites à votre fils quand même ça. Je sais pas. Après, c'est des histoires dans leur couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lors de ces déménagements, il y a quand même pourquoi tout se passait très bien, puis il y a ce déménagement, ça se passe plus bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce que vous voyez? Bon, mais ça c'est votre fils qui peut le régler. C'est pas vous. Hein. Oui. Mais la maman parfois nous en veut aussi quand on intervient vis-à-vis de la petite. Alors maintenant, je ne sais même pas comment elle va réagir. Mais la mère, elle est à vif dès qu'on parle de sa fille. Voilà. On parle de sa fille, c'est comme si on parlait d'elle. Or, vous pouvez dire que vous adorez votre petite fille, mais que vous ne voulez pas qu'elle vous manque de respect ou qu'il y a des choses, il y a des limites. Quand vous l'avez prise, c'est sûr, si elle est avec vous, bon, les adolescentes dorment le matin, mais enfin, si vous avez certaines contraintes, elle est bien obligée de s'y adapter à la vie en famille. Voilà. Et ça, vous agissez de la même façon avec vos autres petits-enfants. Vous pouvez lui dire. Moi, je la considère comme ma petite fille. C'est ma petite fille, donc j'agis comme avec mes autres petits-enfants. Ah oui, il n'y a aucune différence. Je vous dis juste ça à la mère. Non, c'est la mère qui est en difficulté
écouter, mais je pense par rapport à sa propre histoire. Tout à fait, oui, mais dites à votre fils qu'il reprenne un peu la main, hein, c'est important, hein, qu'il ne laisse pas comme ça ce duo-là se former contre lui. Oui. Bon courage. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Au revoir, Martine. Au revoir. Bonsoir, Thierry. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Vous ne me dérangez pas, Thierry. Moi, je suis là jusqu'à 1h, donc au contraire, vous êtes le bienvenu. Oui, je suis au courant. J'écoute votre émission depuis très longtemps. Voilà, enfin, très longtemps. Depuis quelque temps. D'accord, merci. Depuis 2008. Oui, d'accord. Voilà. Alors, mon problème, comment vous dire, c'est pas compliqué. Je suis célibataire depuis le 4 mars 2008. D'accord. Donc, c'est depuis ce moment que vous écoutez l'émission. Oui. Oui. Et comment vous dire, moi je suis célibataire depuis le mois de mars 2008. Oui. Et j'étais avec une dame, je suis resté 10 ans avec elle. D'accord, oui, c'est une longue histoire. Nous avions 14 ans d'écart. Elle était plus jeune que vous? Non, plus vieille. Elle a eu 63 ans le 10 là, de ce mois-ci. Vous y pensez encore? Non, c'est fini là. C'est fini. Et mon souci, par contre, comment vous dire, c'est que je suis quelqu'un, moi j'ai 49 ans. Oui. Donc, comment vous dire, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. J'ai ma maison. J'étais artisan maçon et j'ai déprimé. J'ai sombré dans l'alcool. Je le dis ouvertement. Oui. Je me suis fait soigner. Et maintenant, depuis 2009, je ne touche plus une goutte d'alcool. C'est pour cette raison que vous vous êtes séparés à un moment? Comment? C'est pour cette raison que vous vous êtes séparés? Parce que vous aviez basculé dans l'alcool, dans la dépression, dans l'alcool? Non, c'est pas l'alcool. C'est pas l'alcool y a contribué, mais elle, comment vous dire, c'est la différence d'âge qui lui a posé problème. Ah bon? Oui, parce que moi, comment vous dire, j'avais des besoins que elle ne voulait pas. Sur le plan sexuel, elle était, vous étiez plus demandeur qu'elle. Elle était réticente. Ouais. Elle était réticente, voilà. Alors vous voyez, comment vous dire. Et pas au début de votre relation, ça s'est mis en place au fil du temps. Mais ça s'est mis 10 ans après. Oui, d'accord. Oui, il y a eu un décalage. Elle avait moins envie de faire l'amour. Oui. Bon, je l'ai compris. Hein. Moi, je l'ai compris. Hein. Et je l'ai toujours respecté. Et nous avons toujours gardé des bons contacts. Hein. Et c'est quoi votre problème alors aujourd'hui? Eh ben, mon problème, moi j'adore danser. J'ai rigolé tout à l'heure. Vous aviez un comique avec vous, là, l'accordéon. Là. C'est pas un comique, c'est Stéphane qui nous passait le 78 tours. Oui. Oui, mais pour moi, c'est un comique. Parce que moi, j'ai fait des concours de danse avec elle. Avec cette dame-là. Parce que c'est une dame qui a 63 ans, mais vous la verriez, physiquement, elle fait comme moi, elle fait 50 ans, quoi. C'est une très belle dame, quoi. Et comment vous dire, alors nous avons fait des concours de danse et tout, et puis tout se passait très bien. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Et moi j'ai mon entreprise de maçonnerie. Et un jour ou l'autre, 14 ans d'écart, ça peut pas le faire. Bon, j'ai dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe, où est le problème, qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais qui ne te convient pas, dis-moi-le. Non, 14 ans, ça va pas. Bon. Avec l'âge, c'est-à-dire que c'est ça, pour elle, la différence se faisait sentir peut-être. Elle avait peur que vous vous lassiez peut-être. Ben non. Si vous ne répondez, si elle pouvait pas satisfaire vos attentes sexuelles, c'est ce que vous étiez en train de me dire. Oui. Vous aviez des besoins qu'elle ne pouvait pas ou n'avait plus envie de satisfaire elle. Oui. Donc peut-être qu'elle s'est dit il va partir.
Oui, non, mais elle était chez moi. Parce qu'elle a divorcé de son mari au bout de 28 ans de mariage. Mais comme je vois que l'heure tourne, parce que malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, Thierry, vous me disiez que ça, c'était plus un problème pour vous, mais visiblement, vous vous posez encore beaucoup de questions. Oui. Et mon problème, c'est que maintenant, moi, je sors les femmes, je suis assez coquet. C'est pas une question d'orgueil. Je danse, mais après, je peux pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis bloqué. Pourquoi? Parce que vous pensez toujours à elle ou? Non. Qu'est-ce qui vous bloque alors? Qu'est-ce qui vous bloque? Eh ben, je sais pas. Est-ce que j'ai peur de faire mal? J'ai peur d'aller trop vite? J'ai peur d'être pas compris? Mon comportement ne convient pas? Je sais pas. Et pourtant. Mais vous avez essayé? Vous avez essayé? Il y a des femmes qui vous ont repoussé ou qu'est-ce qu'il en était? Jamais. Au contraire. Et madame, je vais aller plus loin. Il y a même des femmes mariées qui me regardent. Ouais. Mais alors pourquoi vous n'essayez pas d'aller un petit peu plus loin, de leur montrer en tout cas qu'elles vous plaisent, que vous êtes sensible à leur charme? Vous verrez bien après. Si vous faites les premiers pas, peut-être qu'elles vont vous aider par la suite en vous disant que elles ont une attirance aussi, c'est partagé, voyez. Mais il faut peut-être que vous commenciez à faire le premier pas en disant que vous leur faites des compliments, qu'il ne s'agit pas de vous jeter sur elles, évidemment. Vous l'avez dit, vous avez peur d'aller trop vite. Bien sûr que non, mais vous leur faites des compliments. Oui. Un exemple type, on est à tel endroit X, dimanche prochain, est-ce que vous allez danser à tel endroit Y? Eh ben, on peut se revoir. C'est un exemple. Voilà, exactement. Un exemple type, hein. Oui. Alors voilà. Alors parce que j'ai des sœurs, une de 60 ans qui va avoir le 22 juillet, et l'autre qui est au-dessus, qui a eu 50 ans. Mm-hmm. Et moi, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Oui. Elle me dit, Thierry, bouge. Aujourd'hui, il a fait beau. Oui. Eh ben, j'ai resté chez moi. Mais allez danser puisque vous aimez danser, et vous allez rencontrer des femmes et faites-leur des compliments, lancez-vous et vous allez voir, il y a certainement quelque chose qui va bouger. Je vous le souhaite en tout cas. Bonne chance Thierry, au revoir. Belle nuit à vous et faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.